Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde dans le cadre du Forum Zéro Carbone de la Tribune. Bienvenue sur latribune.fr pour suivre ce débat autour des green tech qui accélèrent la transition des villes. Pour parler de ce sujet très intéressant, je reçois à mes côtés donc, François Chollet. Vous êtes... vous êtes récidiviste, hein, vous étiez déjà là dans la table ronde précédente, me semble-t-il. Donc, vous représentez Toulouse Métropole, vous êtes vice-président en charge de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Chloé Claire, vous représentez, alors je ne sais pas comment on prononce, Namar, c'est ça? Vous êtes directrice générale. Élodie Grimoin, vous représentez Urban Canopy, vous en êtes la cofondatrice et directrice générale. Et enfin, Laurent Miller de Origins Earth, vous en êtes le Chief Operating Officer. Alors, une très courte introduction, c'est l'apanage des vieux combattants, si j'ose dire, pour avoir contribué à animer nombre de tables rondes de ce forum au fil des années. Je dois dire que j'ai vu émerger en fait la présence des startups. C'est vrai que pendant longtemps, les entreprises qui proposaient aux métropoles et aux villes de contribuer à leur transition, c'était plutôt des grands groupes, des utilities. Alors certaines des startups sont nées au sein de utilities ou incubées ou accompagnées par des utilities, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup ouvert à l'innovation, à une certaine forme d'agilité, etc. Et en contrepartie, pour les startups, les villes, et vous allez en témoigner tous et toutes, je pense, ce matin, ont besoin aussi de champs d'expérimentation, de laboratoires à ciel ouvert, de retour d'expérience, et rien de mieux que les villes pour proposer ça. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est un petit tour de table qui va permettre à chacune et chacun d'entre vous de vous présenter, surtout pour les startups, parce que je pense que la Toulouse Métropole, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Et surtout en mettant évidemment l'accent sur en quoi vous contribuez à la transition des villes. Je vous demanderai d'être relativement concis dans cette première intervention pour laisser du temps au débat dans la suite de la table ronde. Donc on va commencer par vous, Élodie. Donc Urban Canopy, qu'est-ce que vous faites, depuis quand, quelles sont les principales prestations que vous proposez aux villes? Alors nous, Urban Canopy, en fait, on est concepteur d'infrastructures vertes en milieu urbain. Notre raison d'être, c'est vraiment de rafraîchir la ville par le végétal, partout où on n'a pas de solution. Donc notre terrain de jeu, c'est la ville qui est dense, minérale, urbanisée, chaude, et où justement on n'a pas de solution pour mettre de pleine terre. Partout on ne peut pas planter, on a des réseaux souterrains, des problématiques de charge, et on sait aujourd'hui que le végétal, eh bien, c'est la meilleure climatisation naturelle qui existe. Donc on nous voit souvent avec un quart du visage peint en vert, parce que si on végétalise un quart des villes en plus, on peut baisser sa température de 2 à 4 degrés. Et donc pour ça, on a développé des structures légères. Vous n'êtes pas peint en vert aujourd'hui, c'est dommage. Vous auriez dû peindre... J'aurais dû. Mais vous pouvez nous voir bientôt sur d'autres salons avec ce quart vert. Et donc voilà, donc nous l'idée en fait c'est de couvrir vraiment la ville de végétal avec des solutions légères, modulaires et autonomes, que ce soit au sol, en façade, en toiture. Donc je pourrais parler un peu plus après du modèle Corolle qu'on a développé, ouais. Plus de type mobilier urbain végétalisé. Et donc pour 1 mètre carré seulement d'emprise au sol, on a 50 mètres carrés de surface végétale et donc d'ombrage porté. Et donc qui peuvent être posées vraiment partout, qui peuvent être pluguées les unes avec les autres. Et on travaille en ce moment sur tout un volet R&D façade toiture pour couvrir les bâtiments. Et donc on est accompagné par la Caisse des dépôts, qui est nouvelle actionnaire, et BTP Capital là-dessus, pour tout ce volet R&D structure. Donc c'est un projet issu des labos de l'École des Ponts. Et donc il y a un sacré volet structure, mais aussi végétal, hein, bien sûr. Oui, et donc vous contribuez en termes de volets sur lesquels vous agissez pour les villes, au niveau donc du rafraîchissement, comme vous l'avez dit, et aussi en termes de biodiversité. Et aussi en termes de biodiversité, bien sûr, parce qu'on rafraîchit par le végétal, mais le bienfait du végétal, eh bien, ça permet aussi justement d'ouvrir les corridors écologiques faune flore, donc retrouver aussi ce contact avec la biodiversité, mais aussi ramener la biodiversité en ville. Et donc c'est ce qu'on a vu, on est très content sur certaines corolles, déjà la présence de nids d'oiseaux. Donc on voit que justement ce sont des refuges pour ces espèces-là.
Très bien, merci beaucoup Élodie. Alors Chloé Claire, Namar, qu'est-ce que vous faites? Ah, peut-être allumer le micro. Nemer, ce que nous faisons, c'est de décrire le monde physique par la donnée. Donc en fait, nous créons des données sur les bâtiments, sur les territoires et sur l'environnement qui permettent de décrire qualitativement et quantitativement l'ensemble du milieu urbain et du milieu rural. Ça permet quoi? Ça permet en fait de faire toute simulation possible, des simulations qu'on aurait faites d'ingénierie, en fait de pouvoir prédire sur de multicritères des scénarios de transition écologique. Et on a 3 usages en particulier pour les villes. Le premier, ça va être la transition énergétique des bâtiments. Puisque nous décrivons les bâtiments dans leur morphologie globale, nous sommes en fait capables de dire la faisabilité de certains travaux de rénovation énergétique. Nous avons aussi prédit les DPE pour chacun des bâtiments. Donc nous sommes capables de cibler les meilleurs bâtiments à rénover. Et ainsi, en fait, sur un panel de collectivités, de bâtiments de collectivités, on est capable de trouver le 20-80, c'est-à-dire les 20% qui, en étant rénovés, vont faire 80% des économies possibles pour ce parc de bâtiments. Deuxième chose, on travaille sur les risques climatiques. Et ce dont on est capable de nouveau, c'est de relier les risques climatiques avec la morphologie des bâtiments et de voir dans des changements climatiques qui sont évidemment maintenant très présents et à venir, quelles vont être les conséquences pour certains des bâtiments qui sont plus fragilisés. On travaille pas mal avec les compagnies d'assurance là-dessus, mais on le propose aussi, ces services, aux collectivités pour pouvoir en fait faire des cartos et mieux vérifier en fait ce qui n'est pas encore dans le réglementaire, par exemple des zones inondables, parce qu'elles vont bientôt l'être malheureusement, ou des choses comme ça. Et troisième usage, ce sera un usage complémentaire de Urban Canopy, c'est-à-dire qu'on va mapper les éléments de la ville avec des ratios de surface végétalisée ou non. De nouveau, on va relier les endroits qui ne sont pas assez végétalisés, en particulier dans les centres urbains, avec la morphologie des bâtiments. Le reste à construire les éléments de parking qu'on peut transformer quand on n'a plus de solution du tout de parking à végétaliser ou de cours à végétaliser. On s'adresse à Urban Canopy pour en fait quand même lutter contre les îlots de chaleur. Donc l'idée, c'est que nous, on produit nos données à base de machine learning et de règles experts métiers avec des climatologues, des thermiciens. Et ensuite, cela permet en fait pour les villes d'avoir toutes les cartes en main pour que derrière, des spécialistes puissent faire les meilleurs scénarios grâce à la data de transition écologique. Donc vous agissez à la fois sur l'atténuation, mais sur l'adaptation de la ville en fait, au changement climatique. Tout à fait. Aussi. Et surtout le ciblage des actions où les euros investis auront le plus d'efficacité. Oui. Par où commencer en fait, les actions prioritaires les plus efficaces. Alors, Laurent Miller, Origins Earth. Bonjour. Bonjour. Alors vous, qu'est-ce que vous faites de l'adaptation, de l'atténuation, Expliquez-nous. De l'aide à l'atténuation, on va dire ça. Origin Earth, c'est une société qui propose aux collectivités 2 types de services. Le premier est lié à la mise en place de réseaux de monitoring des émissions de gaz à effet de serre sur les territoires à l'aide de capteurs. Et c'est la première fois que les villes peuvent objectiver leur évaluation d'émissions par de la mesure physique sur le territoire. Ça, c'est le premier service. Le deuxième service, c'est aider les porteurs de projets qui réduisent les émissions de GES sur le territoire à accéder aux finances, au financement, qui est un nerf de la guerre. Alors pourquoi ces 2 services, je vais enlever les lunettes parce que j'ai beaucoup de buée, pourquoi ces 2 services, pas enlever le masque, alors vous pouvez enlever les lunettes. C'est un problème pour tous les porteurs de lunettes. Ouais. Pourquoi ces 2 services permettent d'accélérer la transition dans les villes? Alors, sur le réseau de monitoring des émissions de gaz à effet de serre, on va fournir aux villes une donnée beaucoup plus rapidement, une capacité d'évaluer les émissions en permanence sur le territoire, d'avoir un diagnostic très rapide des émissions sur le territoire. Et on comble un fossé auquel les collectivités font face, qui est souvent de faire un diagnostic à l'année N avec des données qui datent de l'année N-2 ou N-3. Là, avec un réseau, on mesure en permanence, donc on aura très vite un retour sur ce qui se passe sur le territoire. On va être capable de cartographier les sources d'émissions, donc on va avoir une vision spatiale et on va être capable d'aller bien identifier les gisements, les sources, et donc de cibler les actions.
Et puis aussi, comme on descend à une échelle temporelle infra-annuelle, aujourd'hui on consolide les bilans souvent à l'année, mais là on va pouvoir descendre au mois, au jour, on va être capable de voir les comportements de la ville, la signature carbone de la ville, capable de voir les impacts, pourquoi certains jours, certaines semaines ou certains mois, on émet beaucoup plus que d'autres, et donc on va pouvoir donner des éclairages à la ville sur le comportement urbain. Ça, c'était le deuxième. Le troisième, c'est qu'en suivant la trajectoire en permanence, on va être capable de donner un retour aux collectivités beaucoup plus rapide sur l'efficacité de mesures ou d'actions qu'on est en train d'implémenter sur le territoire. On a beaucoup de villes qu'on interroge qui nous disent on a besoin d'entretenir la dynamique, on a besoin de montrer qu'on est sur une bonne trajectoire. Pour embarquer les citoyens, en fait. Et donc, on le montrera plus rapidement pour donner cet élément. Puis, bien sûr, accéder à la finance, ça, on voit tout de suite l'accélération en matière de sortie de terre des projets. Alors, je pense que c'est pas inutile de rappeler que, vous faites de la mesure de CO2 et non pas de la mesure de particules fines, comme ça, c'est déjà beaucoup plus répandu aujourd'hui avec vos capteurs. Et ce que vous me disiez, c'est que, en fait, jusqu'à présent, les villes, comme d'ailleurs d'autres organisations, travaillent en fait, établissent leur bilan carbone à partir de données moyennes, de modèles, etc., pas de mesures réelles. Contrairement à ce que vous proposez. Effectivement, les premiers outils qui ont été développés ont répondu aux besoins d'avoir des premiers ordres de grandeur, vraiment des informations sur ce qu'on émettait. Ils ont très bien joué leur rôle, il ne s'agit pas du tout de les mettre de côté, mais là on a l'occasion de l'enrichir, c'est-à-dire que les méthodes actuelles, elles utilisent des données de territoire, par exemple comme Namer peut en produire certaines qui sont utilisées dans les inventaires, puis on multiplie ça par des facteurs d'émission, et donc on dit, voilà, la théorie nous dit qu'on doit émettre tant. Mais ça reste un calcul théorique. Aujourd'hui, on a la capacité de confronter ces calculs théoriques à la résultante sur le territoire qu'on va mesurer physiquement avec des capteurs. Et donc, pour la première fois, on va pouvoir dire, est-ce qu'on est vraiment en ligne avec ce qui est réellement émis? Est-ce qu'on le surestime? Est-ce qu'on le sous-estime? Et on va pouvoir le corriger grâce à ces capteurs. Et effectivement, il faut bien distinguer qualité de l'air et climat, qui ne sont vraiment pas deux choses. Il y a des proximités très fortes sur les modèles, les capteurs qu'on peut utiliser, mais la pollution, les polluants atmosphériques, la qualité de l'air, c'est un sujet qui est bien à part. Là, on est sur le climat et les gaz à effet de serre, c'est un autre sujet, une autre mesure. Mais parfois, vous démarchez, ce que vous ne nous avez pas dit, c'est que vous êtes né quand même au sein de Suez, quand je parlais des utilities tout à l'heure, et que vous vous développez aussi sur certaines zones géographiques et auprès de certains clients qui sont à l'origine des clients Suez et qui sont peut-être plus préoccupés au départ de qualité de l'air. Oui, effectivement, on est né au sein de Suez. Origine, ça a été créé au sein de Suez et avec les moyens du groupe Suez qui a vraiment investi en croyant dans cette mesure. C'est de l'entrepreneuriat, intrapreneuriat même, effectivement. C'est des salariés qui l'ont développé. Et naturellement, la présence de Suez fait qu'on était très proche des collectivités et que donc on a cette capacité à proposer à des grandes métropoles ou à des villes de taille un peu plus modeste, en France et à l'international, ce nouveau regard en complément de la qualité de l'air, pas en remplacement, mais plutôt en complément. C'est deux sujets importants. D'ailleurs, on va poser la question justement aux représentants ici de la ville, de la métropole en l'occurrence. Pour une métropole comme Toulouse, quelles sont vos principales préoccupations en termes de transition? Quels sont les sujets les plus aigus et peut-être aussi les plus compliqués à régler? À quoi vous vous intéressez en priorité? Je vais vous répondre en revenant. Ça fonctionne. Ça fonctionne, pardon. Oui. Je pense que les trois intervenants ont très clairement exprimé des enjeux fondamentaux pour les métropoles. Nous avons le projet de planter 100 000 arbres d'ici 2030. Ce que vous décriviez sur les canopées, sur la végétalisation, intéresse les villes et les métropoles. La question des données, la question de l'identification des passoires énergétiques, la corrélation à la structure des bâtiments, la corrélation aux données de végétalisation, ça c'est quelque chose qui est directement qui intéresse les métropoles. Et puis ce que vous disiez également, vous avez 1000 fois raison, on est à l'heure actuelle en matière de boussole et d'indicateurs, les métropoles fonctionnent sur des indicateurs qui sont quelque part ancestraux.
On est sur des modèles, on est très peu sur des mesures. Et ce que vous décrivez en matière de gaz à effet de serre, c'est très vrai. Nous sommes en train de travailler sur le plan climat à Toulouse maintenant. Nous travaillons, c'est un plan de 6 ans, nous sommes à un parcours depuis 2010, nous avons des données de 2018, c'est-à-dire nous travaillons sur les données d'un plan qui n'avait pas encore commencé. Je pense qu'il y a là quelque chose à faire, et dans ce que vous amenez en matière de réalisme, j'allais dire, au-delà de la technique, mais de réalisme, je pense qu'il y a du chemin à faire pour aller vers plus de mesures et moins de modèles. Et est-ce que vous pensez que c'est le genre de mesures qui pourrait contribuer à mieux sensibiliser la population, à mieux leur expliquer le fait qu'on ait des preuves assez tangibles, assez rapides de telle ou telle action, c'est quelque chose qui peut faciliter le fait d'embarquer la population? Je pense que oui. Moi, j'ai un exemple que nous sentons arriver très fortement, c'est sur la qualité de l'air. Alors, ce n'est pas directement les gaz à effet de serre, vous l'avez dit, c'est sur la pollution. Nous sommes sur des données qui sont des données globales sur la métropole. Le citoyen est en train de nous demander des données individuelles à l'échelle de la rue, à l'échelle du quartier. Et je pense que quelque part, il faut l'entendre. Je pense qu'il y a une légitimité. Alors, après, c'est compliqué parce qu'il faut que les mesures veuillent dire quelque chose. On sait très bien qu'un flot de données, ça peut être ininterprétable et ça peut ou donner lieu à des interprétations qui sont parcellaires avec des choses difficiles. Mais il y a quand même une demande sociétale qui est une demande forte. Oui, je pense qu'en matière de santé, en matière de climat, la demande sociétale est forte. Oui. Est-ce que vous travaillez, vous, avec des startups? Est-ce que vous accompagnez des startups? Alors nous, on a un programme qui s'appelle Ville de demain, qui est un programme dédié à l'innovation dans les entreprises, avec en fait deux cibles, deux secteurs d'action qu'on a définis. Le premier, c'est la capacité à excusez-moi, la capacité de savoir avec l'ensemble des... Excusez-moi, je reprends. Je voulais juste... Peut-être pendant ce temps-là, je vais demander peut-être à Élodie, qu'est-ce que vous visez comme taille de ville, vous? Est-ce que c'est vos solutions, elles sont adaptables à toutes sortes de villes? Vous avez toutes sortes de modèles? On va non, ce qui me manquait, je cherchais le terme qui ne venait pas. Je vous en prie. C'est celui de la commande publique. Il y a deux choses sur lesquelles il aurait dû me revenir. La commande publique, c'est important parce qu'on peut l'adapter aux entreprises. Évidemment, on est tenu par les règles des marchés publics, mais on est capable d'adapter la commande publique aux entreprises du secteur de façon à ce qu'elles puissent répondre d'une façon plus simple et attribuer des marchés. Donc ça, c'est un élément qui est... Le deuxième élément, c'est l'expérimentation sur l'espace public. L'expérimentation sur l'espace public, alors c'est une expérimentation physique qui est importante pour chacune des entreprises. On a des expérimentations, puis ça peut être aussi l'expérimentation au sein de marchés publics ciblés sur des thématiques, par exemple l'identification des bâtiments et des passoires énergétiques. Donc là, il y a ces deux secteurs sur lesquels le programme Ville de demain intervient très, très clairement. Voilà. Avec in fine, depuis 5 ans ou 4 ans maintenant, une centaine de projets qui ont été accompagnés comme ceci, avec des résultats ou pas, mais avec un accompagnement par Toulouse Métropole. Et combien d'industrialisés? Alors, je ne sais pas vous dire, en tout cas, je ne vais pas vous dire combien il y en a d'industrialisés, mais je peux vous donner quelques exemples. Je vous donne un exemple qui est quelque chose qui est industrialisé, quelque chose qui ne l'est pas. Kawantech est une entreprise qui était venue nous voir pour porter des détecteurs de forme, des capteurs de détecteurs de forme qui permettent d'atténuer la lumière la nuit lorsque ça ne bouge pas. Aujourd'hui, nous l'avons expérimenté, il y a 1000 mâts sur Toulouse qui sont
qui sont équipés de détecteurs de forme. Donc ça, c'est quelque chose qui est devenu industriel. Pour adapter l'éclairage urbain. Exactement, la nuit. c'est-à-dire que quand ça bouge, quand il y a des passages, Ça, c'est clair. c'est éclairé, et puis quand il n'y a pas de passage, on réduit comme ça de 30% la consommation Donc ça a bien marché. Ouais, ça c'est. Ensuite, il y a des choses qui sont en devenir. Par exemple, je pense à un projet Kianis, qui est un projet qui est expérimental pour l'instant, dans lequel la start-up développe un végétal susceptible de traiter les particules fines et d'absorber les particules fines. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant en termes de pollution et qui nous demande qui demande d'être accompagné. Voilà 2 exemples qui sont développés chez nous. Et ce qui fait lien aussi avec ta prochaine question, on a aussi, nous, une expérimentation sur Toulouse Métropole. Alors nous, c'est Oui, le je vous quartier connais, Saint-Cyprien, voilà. À Saint-Cyprien. Et en fait, sans Toulouse, aujourd'hui, on ne serait pas là, parce que c'est les Ah bon premiers qui ont cru en nous, c'est les premières corolles françaises. Alors forcément, les premières expés, c'est jamais les plus belles, parce que c'est là où on expérimente justement aussi différents types de Bien sûr, végétaux. ouais. Et donc, on a installé les premières corolles françaises à Toulouse, quartier Saint-Cyprien, donc qui sont toujours en phase d'expérimentation. On a dû malheureusement replanter cet été, donc on aimerait faire des mesures dessus dès l'été prochain. Et donc face à ta prochaine question sur le type de taille. Le type de ville qui était votre cœur de cible en fait. Ouais. Ouais. Alors en soi, bon, bien sûr, toute ville qui a des problématiques d'îlots de chaleur urbain, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2030, dans les 100 plus grandes mégalopoles, il y a 30% qui seront américaines et 35% qui seront chinoises. Donc forcément, nos clients sont principalement là-bas, mais ça n'empêche pas des petites villes comme Brignais, qui est une commune de 11 000 habitants de la région lyonnaise, à avoir sa corolle dans un de ses lycées. Donc voilà, le spectre est assez large, mais bien sûr, toute ville qui a des problématiques vraiment de minéral, d'îlots de chaleur, et donc forcément, plus la ville est grande, plus potentiellement il y a des problématiques sur ces sujets-là, notamment après sur les bâtiments, donc façade, toiture. Oui, qui est ce que vous êtes en train de développer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on sait que justement, dans la ville, on n'a pas de place au sol. On parle d'encombrement urbain. Oui, et parce donc, que là, vous parliez de planter 100 000 arbres, mais ça prend de la place, là, de planter 100 000 arbres. Oui, c'est un vrai enjeu. Et donc, en effet, couvrir, on ne se rend pas compte de la place disponible en hauteur, les façades et les toitures. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'être vraiment différenciant des solutions classiques, où, en fait, on ne joue pas dans la même cour, on ne permet pas de limiter la déperdition énergétique du bâti, mais plutôt de faire une cascade solaire l'été, et puis bien sûr de lutter contre les îlots de chaleur avec des solutions qui sont légères. Donc nous, il faut savoir que les matériaux qu'on utilise, des matériaux composites, ils sont extrêmement légers, 4 fois plus légers que l'acier, avec une plus grande résistance. Donc ça, c'est le support sur lequel vient... Ça, c'est le support du végétal. Et ensuite, comme c'est de la grimpante, eh bien, la plante va pousser sur son maillage, mais ne va pas pousser directement en sur contact du mur, ni voilà, sur la toiture. Donc c'est différencié, donc plus léger, parce que du substrat qu'au niveau des racines et pas sur toute la surface. Bon, même question, pour quel type de ville travaillez-vous Ce qui est intéressant, souvent, les entreprises de tech sur la donnée, etc., travaillent avec les grandes villes parce que ce sont celles qui se sont le plus vite outillées. Qui ont plus de données aussi. Et qui avaient des spécialistes qui pouvaient aussi ensuite analyser ces données, parce que les données, sans personne derrière pour les traiter et les rendre compréhensibles par le public ou par les agents, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qu'on fait chez Nemer, c'est on a tout de suite massifié l'ensemble de nos données sur les 35 millions de bâtiments de France. Donc en fait, on a aujourd'hui les mêmes données dont je vous parlais, on les a sur la métropole de Toulouse, mais on les a aussi pour n'importe quel petit village rural d'une vingtaine d'habitations. Comment ça, les 35 millions de bâtiments? Alors en France, il y a 35 millions de bâtiments. Tout bâtiment confondu? Tout bâtiment confondu. Résidentiel, résidentiel, tertiaire, etc. On compte aussi des bâtiments secondaires sur des parcelles. Et en fait, par contre, dans une commune d'une vingtaine d'habitations, l'accès à la donnée en masse n'a pas de sens, dans le sens où on peut les regarder, ces vingtaines de bâtiments, et se dire qu'est-ce qu'on peut faire en termes de transition écologique. Là où ça va être intéressant, c'est quand on commence à être sur des parcs de bâtiments, d'une centaine de bâtiments, où là, évidemment, la data va permettre d'aller chercher les meilleurs potentiels
ou alors quand on travaille au niveau complètement je veux dire FCPI, mais c'est pas EPCI, EPCI. d'une Qui sont en fait des intercommunalités, quoi. parce que c'est un territoire. Alors ça peut être une petite EPCI avec comme commune centrale, entre guillemets, une assez petite commune, mais parce que à l'échelle de l'EPCI, ça va déjà recourir à un certain nombre de bâtiments. Donc en gros, nous, nos clients, ils commencent à partir de 5 000 à 10 000 habitants. Et souvent, nos solutions sont plutôt pour les moyennes villes parce que les grandes villes se sont déjà outillées. Et on va les voir avec des solutions plus matures. Elles ont souvent déjà des data hubs, des data lakes, etc. Et nous, là, au lieu de leur proposer des solutions sur l'étagère qui permettent de voir les meilleurs potentiels, etc., on va plutôt leur proposer la donnée qu'elles vont mixer, corréler avec leurs propres données à elles, peut-être même des capteurs de CO2, etc. Nous, on ne fonctionne pas par capteur, on fonctionne par production de données d'intelligence artificielle à partir d'open data. Et donc, ça va être plutôt un usage qui va être un peu différent suivant la taille de la commune, mais on peut commencer très bas. Et vous confirmez, Monsieur Cholet, que les grandes villes et les métropoles sont outillées en data hub ou je suppose qu'il y a plusieurs types d'appellations. Alors, les métropoles ont choisi, enfin en tout cas la nôtre, mais je sais que les autres aussi, d'ouvrir leur data et de les rendre publics. Mais ce que vous disiez, dans ce que vous disiez, c'est que il y a le traitement des données, il y a l'utilisation des données, il y a l'objectif qui est fixé pour telle ou telle utilisation des données qui est relativement complexe. Les métropoles ne savent pas faire ça. Les métropoles savent ouvrir leurs données, mais les métropoles n'ont pas la compétence dans le développement des logiciels d'intelligence artificielle pour développer ces données. Et c'est là que, justement, l'innovation, c'est là que le partenariat est un partenariat qui est extrêmement intéressant. Sur les objectifs de la métropole, la végétalisation, la rénovation thermique des bâtiments, l'évaluation des gaz à effet de serre, oui. Merci beaucoup. Laurent Miller, alors vous, vos capteurs, les premiers, vous les avez déployés dans Paris. Donc ça donne une indication du type de taille de ville que vous visez, en tout cas par lesquelles vous avez commencé. Oui, on a commencé avec un gros démonstrateur pour une start-up parce qu'on a installé les capteurs pour Paris en partenariat avec la ville de Paris, mais c'est même une solution qui fonctionne à l'échelle de la région. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire que le démonstrateur, il est à 12 millions d'habitants et même pas uniquement ceux de Paris. Donc le parti pris assumé d'origine, au départ, c'était de dire on va viser les grandes métropoles, les grandes aires urbaines. Donc je dirais qu'à partir de 200-300 000. Mais pourquoi ? Parce qu'en volume d'émissions, c'est logique d'aller cibler ces territoires. On rappelle souvent 70% des émissions ont lieu dans le périmètre urbain. Là, il n'y a même pas besoin de faire de cartographie. On sait que les grandes villes, c'est une grosse partie du problème du coup. Exactement. Mais aussi, d'un point de vue installation de réseau, ça fait sens d'avoir ce type d'acteur. On peut monter plus haut, parce qu'un réseau, ça peut avoir une valeur pour un département, pour une région. Et je suis prêt même à rêver que pour la France, ça pourrait avoir un intérêt considérable. Il y a déjà des pays dans le monde qui commencent à objectiver leurs inventaires nationaux par de la mesure. La France ne l'a pas encore pris ce chemin, elle pourrait le faire. Et puis si je descends plus bas, c'est quand on a développé la technologie, il y a des maillons qui composent cette technologie. On a vu que chacun de ces maillons avait une valeur qui nous permettait de descendre à des échelles plus petites. Et donc sur des villes à partir de 20 000 habitants, il y a déjà de la donnée qui peut être utilisée, qui peut alimenter les réflexions en matière de stratégie, de définition d'action. Donc ça va vraiment du très petit finalement au très grand. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des obligations réglementaires qui sont différentes selon la taille des villes en matière de reporting carbone, qui peuvent peut-être aussi... Si on prend le PCAET, qui est un peu le... Vous pouvez traduire ça en français le plan climat, air, énergie territorial des collectivités, il y a effectivement une obligation à partir de 20 000 de les faire. Et c'est un peu l'angle qui est souvent pris. Je dirais la première pierre qui est posée dans un territoire, c'est de réaliser le PCAET pour définir la stratégie. Vous connaissez ça bien mieux que moi, mais en tout cas, c'est effectivement un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les collectivités territoriales. Et dedans, il y a effectivement le diagnostic d'émissions qui est une partie intégrante du travail à faire. Mais il doit être renouvelé tous les 6 ans. Donc on n'est pas dans la dynamique avec un PCAET de la continuité d'évaluation des émissions. On est sur quelque chose qui a défini une sorte de master plan
à plusieurs années en matière d'action à mettre en œuvre sur le territoire. Tout à l'heure, vous évoquiez des événements qui faisaient croître ou au contraire diminuer les émissions de CO2 sur quelques jours ou quelques heures, je ne sais pas. Vous pouvez nous donner des exemples Alors, qui permettent d'objectiver ce genre de choses? Absolument. Il y a de la saisonnalité qu'on voit très bien, hein, les émissions pendant l'hiver versus les émissions Chauffage. pendant le chauffage. On voit tout de suite quand on a décidé de chauffer, là, collectivement, dès que les températures baissent, hop, on voit tout de suite les émissions qui repartent à la hausse dès l'entrée dans l'hiver et même dès l'entrée de la période de rallumer toutes les chaudières des copropriétés sur le territoire. On voit au niveau du trafic, c'est aussi très on voit les migrations pendulaires, on voit la différence journée de travail versus Tout week-end. ça, c'est des choses dont on se doute, mais vous mettez des chiffres dessus. Oui. Voilà. On a des événements aussi particuliers, hein, qui peuvent arriver. 2020 pour nous avait été une année d'expérimentation, même si elle a été très dure pour tout le monde, mais les effets du premier confinement, on espère, on les a vus, nous on les a mesurés tout de suite sur Paris, on a sorti tout de suite les chiffres, premier, deuxième, troisième confinement. D'ailleurs, on a pu comparer entre confinements les différences de réduction, qui ont démontré que finalement on était sur des comportements assez différents entre les deux, hein. Je dirais le delta de réduction d'émissions n'était pas le même déjà entre le deuxième et le premier confinement. Donc on voit que même au niveau de l'événement, on voit tout de suite les baisses. Le confinement, c'était à peu près le 16 ou 17 mars. Je peux vous assurer que dans les émissions journalières qu'on produisait, à partir du 17 ou 18, on avait déjà la visualisation qu'il y avait eu un certain exode, qu'on n'émettait plus sur le territoire de Paris, mais qu'on émettait peut-être ailleurs. Il y avait un déplacement, oui, c'est ça. Ouais. Ok. J'aurais voulu qu'on puisse avoir des ordres de grandeur du coût en fait, de vos prestations pour les villes. Alors, j'imagine bien que ça dépend du type de prestation, mais vous pouvez donner des exemples, des ordres de grandeur. Ce sera intéressant, je pense, pour tous ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés. Oui, tout à fait. Donc, une corolle, qui est le premier modèle qu'on a développé. Donc ça, c'est 1 mètre carré au sol. Donc ça, c'est 1 mètre carré au sol. Voilà, elle fait 8 mètres de diamètre, donc 50 mètres carrés et 5 mètres de haut. Donc une corolle, c'est son pot, donc avec réserve d'eau, réserve de substrat, son maillage, les plantes grimpantes et un système d'irrigation intelligent piloté à distance pour donner de l'eau quand il faut. Donc une corolle, comme ça, elle coûte 12 500 €. 12 500, c'est ça? Ouais. Et donc nous, notre modèle économique, donc c'est la vente de corolle, mais aussi une prestation de services d'entretien des plantations, donc tailler, retutorer, etc., 3 fois par an, et un service d'abonnement pour l'irrigation pilotée à distance, hein, qui est assez light. On est en train de travailler sur un modèle de location avec un format tout compris. Et pour le modèle international, là c'est un peu différent. On est en train de développer un réseau de partenaires à qui on délivre des licences. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 60 à 70% de la valeur ajoutée de corolle peut être produite localement. Donc, ce qui permet comme avantage, bien sûr, de produire local, donc tout ce qui est économie circulaire, bien sûr, de réduire nos émissions carbone. De choisir le végétal alors, le bien plus sûr, adapté. Les plantes sont locales, hein, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on importe, mais aussi de fabriquer, de remettre les structures sur place. Donc il y a tout un process manuel derrière aussi, l'installation. Certains produits, certaines matières qui peuvent être aussi produites localement, comme le pot. Et donc, bien sûr, derrière, ça permet de baisser les coûts. Ce que vous ne produisez pas à l'étranger, c'est votre maillage. Nous, c'est français. Voilà, nous, aujourd'hui, c'est fabrication française. Donc, forcément, si on veut s'exporter, c'est forcément assez cher pour être acheté dans un produit local. Là, par exemple, on est en train d'ouvrir une licence au Bénin. Il faut savoir que le SMIC au Bénin, il est inférieur à 100 € par mois. Donc forcément, quand on est béninois, qu'on veut acheter une corolle, on ne peut pas avec les coûts français. Donc forcément, il faut adapter le modèle. Et donc nous, c'est comme ça qu'on se développe, par briques géographiques, en se développant par zone comme ça géographique. On a déjà commencé avec l'Australie. Et là, c'est le Bénin qu'on est en train d'ouvrir. Parfait. Et tant que vous avez le micro, vous allez à Las Vegas, au CES, en début d'année prochaine. Ouais, donc là, vous avez des projets pour le marché américain en particulier? Ouais, donc en fait, là, ce qu'on va montrer, c'est un nouveau modèle, c'est Mini Corolle, donc plus pour les espaces privés, qui fait 20 mètres carrés. Donc l'idée aussi, c'est de tester le marché américain. Donc l'idée, c'est d'avoir comme ça plusieurs POC pour justement derrière se dire, voilà, est-ce qu'on s'implante là-bas? Est-ce qu'on fait une licence aussi là-bas?
C'est important de tester le marché là-dessus. On sait que mini-corolle, c'est intéressant pour les petits espaces, mais par exemple, que ce soit pour les villes, comme des cours d'école maternelle, mais aussi tout ce qui est café, hôtel, restauration. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on nous a demandé. C'est bête, mais sur les salons, quand on arrivait avec des petites maquettes, c'était l'échelle réduite et on nous a dit, mais attendez, mais ça c'est génial, pourquoi vous n'avez pas développé un plus petit modèle? Voilà, après l'idée c'est pourquoi pas plus tard de faire un modèle complètement particulier. Mais d'abord la partie façade toiture qui est un gros volet. Donc après mini-corolle on s'arrête là et on s'attaque façade toiture. D'accord. Et vous, chez Neymar Chez Neymar, notre modèle, c'est un modèle de data as a service. Donc nos clients, qu'ils soient publics ou privés, s'abonnent pour une année pour avoir accès à un certain nombre de données qu'ils vont appeler, qu'ils ne connaissent pas nécessairement d'avance ce qu'ils vont appeler, et ils ont toutes ces données tout le temps mises à jour. Sur les collectivités, on a fait un produit packagé parce que justement, il fallait en fait, dans un premier temps, acculturer les collectivités, mais aussi, en fait, c'était cette demande des citoyens de la donnée, de leur rendre la donnée publique, et aussi cette possibilité pour les personnes élues de montrer l'action locale via la démonstration par la donnée. Et donc, on a fait un produit qui s'appelle Territoire XYZ, qui est d'ailleurs un coproduit avec une autre start-up qui s'appelle Toucan Toco. Et eux, ils font la data visualisation. Donc, nous, on fait le fond et ils font la forme. Donc, on est très complémentaires. Et c'est quelque chose de très simple, un outil qui se met dans un téléphone ou qui se met sur un portail de ville et qui permet sur 7 thématiques, que sont les thématiques des directions techniques, urbanisme, mobilité, transition énergétique, santé, de montrer les données. Il y a à la fois des données d'open data de la ville qu'elle veut mettre en valeur, et à la fois des données inédites produites par Neymar, donc en particulier sur la transition écologique. Et ça, c'est un produit que l'on fait à 38 000 € pour une ville d'environ 100 000 habitants. On peut adapter le prix un peu plus à la baisse pour des communes qui seraient plus petites et pour lesquelles l'investissement est trop conséquent. On s'est placé dans un slot, je dirais, de la commande publique qui reste du gré à gré. On l'a fait exprès parce que l'idée, c'était vraiment de faire cette acculturation. 48 000 €, c'est ça? Voilà, c'est ça. De faire cette acculturation de comment est-ce qu'en fait, on peut prouver l'action par de la donnée. On a aussi des comparables, ce qui permet de dire, voilà, on est sur cette trajectoire-là, notre objectif c'est ça, mais regardez, si on se compare à un tel et un tel, on est sur la bonne route. Et ça, c'est vraiment la puissance à partir du moment où ça a été montré de manière didactique. Et ça, c'est le rôle qu'a notre partenaire, en fait, c'est d'avoir quelque chose où tout le monde comprend tout de suite. Donc on a 2 systèmes. Un système de produits sur l'étagère qui permet un premier partenariat ensemble, et ensuite quelque chose de beaucoup plus adapté aux besoins de la commune. Monsieur Cholet, qu'est-ce que vous pensez de ces modèles? Je pense que les collectivités ont très clairement besoin d'indicateurs fiables qui permettent de suivre les politiques publiques. C'est ce que vous dites tous les deux. Et je pense que ces indicateurs, même si ça peut paraître démesuré, ne sont pas déterminés actuellement. Il y a des grands indicateurs, l'émission de gaz à effet de serre en est un, la consommation d'énergie en est un, mais assurer la promotion d'une collectivité à travers des indicateurs, c'est en définir certains qui permettent de suivre les choses. Et donc, tout ce qui va nous permettre d'améliorer l'établissement d'indicateurs fiables, reconnus. Je ne suis pas sûr que Atmo reconnaisse votre capacité à mesurer le CO2. Donc il y a un aspect réglementaire derrière, mais c'est clairement un axe qui est extrêmement porteur. Le deuxième axe, ce que je voulais dire à propos de Urban Canopé, c'est qu'il y a dans des mesures toujours une question d'acceptabilité de la mesure par la population. Si on sort et chaque fois qu'il y a une politique publique, une des questions qui est posée derrière, c'est est-ce que ces choses-là vont être acceptées? ZFE, par exemple, c'est une acceptation qui n'est pas... Les zones à faible émission, on en a parlé tout à l'heure, qui se mettent en place
dans les 43 villes, je crois, de France, qui sont des périmètres urbains dans lesquels ont une acceptabilité qu'on peut questionner. Je pense que c'est l'avantage et je pense que vous avez, c'est pour ça que Urban Canopé a un futur radieux, je crois, c'est que l'acceptabilité, c'est très populaire. Ce sont des mesures qui sont très populaires, et donc cette notion d'acceptabilité est tout à fait importante auprès des gens. Peut-être que pour rendre les ZFE plus acceptables, il faut leur montrer les mesures non seulement de particules fines, mais aussi de CO2. Oui, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure sur ce qu'on voyait, mais justement l'implémentation de politiques sur le trafic type ZFE ou des décisions politiques de, par exemple, faire des journées sans voiture ou autre, c'est aussi des événements qui vont apparaître très vite en matière d'impact. Ça peut aussi avoir le réseau peut avoir aussi cette vertu de montrer les reports possibles d'impact. On se pose toujours souvent la question, ça a beaucoup évoqué ce matin la transparence sur l'efficacité, les données. On se pose beaucoup de questions sur les décisions qu'on prend en matière de trafic. Est-ce qu'on va améliorer localement pour dégrader, je dirais, à côté? Ici donc, même, on a beaucoup réfléchi à cette question. Voilà, je me souviens de la fermeture des voies sur berge et du report sur les quais hauts, etc. Et donc vous avoir un réseau de mesures, ouais. alors ça sera sur le CO2, là, les aspects qualité de l'air seront par les autres réseaux existants, mais c'est une pierre supplémentaire sur l'analyse de l'effet global de ce type de politique. Et alors vous, votre modèle économique ? Alors, comme j'ai dit, on a deux services, donc on a deux modèles économiques différents, en fait. Le premier va s'approcher beaucoup de ce qui a déjà été évoqué, c'est les licences auprès des collectivités. Je dirais là-dessus, il n'y a rien de, très neuf. Pareil, comme je l'ai dit, on a diversifié la gamme de produits, donc nous aussi, on a des offres qui commencent plutôt accessibles à moins de 40 000. On retrouve le gré à gré. On peut aller à moins de 100 000 quand on pense au marché innovant aussi. C'est quelque chose qui peut encore être utilisé par les collectivités. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais au moins ça a existé. Ensuite... Il paraît que c'est le bon moment en fin d'année quand il reste des budgets. Ça a été reporté, je crois. Ça a été repoussé Oui, j'ai croisé Thomas Cotinet qui m'a dit qu'il était content. Ça a été... D'accord. Ouais. Et donc pour finir sur le plus complet, sur l'offre globale, ce qu'on appelle la météo carbone, sur le réseau complet, il va falloir compter un ratio de 20 à 60 centimes d'euros par an par habitant. Donc ça va être très dépendant de la population. J'aimerais surtout insister sur le modèle plus innovant, sur l'autre aspect de service. Quand je dis on développe de l'aide au financement des projets, là c'est un modèle où ça coûte 0 pour la collectivité. 0 parce que c'est un partenariat qu'on crée avec une structure publique. Alors ici à Paris, c'est avec l'Agence parisienne du climat qu'on l'a créé, où on crée ensemble de la valeur, un service qu'on porte ensemble à destination d'un autre client. Et donc en fait, celui-ci va nous rémunérer. La valeur qu'on va créer ensemble, on va la partager. Ça, on a décidé avec Origine de la partager à 50-50. Et en fait, on a complètement inversé le schéma, où au final, la collectivité ou son agence qui la représente n'est plus notre client. Ça devient un partenaire à part entière et même le flux financier transite par nous pour être reversé par... Donc c'est vraiment Mais c'est qui par exemple le partenaire, enfin le client potentiel sur des marchés, c'est les financeurs en fait, quand on va parler des financements, c'est des financeurs qui obéissent à des logiques qui sont différentes. Il y a des marchés obligatoires qui existent, par exemple sur la rénovation énergétique, c'est les certificats d'économie d'énergie. Là, il y a des obligés, donc c'est des entreprises privées qui sont obligées de financer cette politique, donc ça devient lui le client. Si on va sur le côté plutôt compensation carbone volontaire, là on va être sur des gens qui cherchent à compenser leurs émissions, donc qui vont apporter des financements et qui ont leur propre logique en matière de recherche de projets dans lesquels compenser. Et donc ça sera encore des entreprises privées ou des citoyens. Il y a des citoyens qui compensent aujourd'hui leurs émissions, qui ont fait le choix de compenser annuellement leurs émissions. Ça devient aussi des financeurs et donc des clients en potentiel pour financer les projets. Merci beaucoup. Alors on me fait signe que la table ronde est arrivée à son terme. Si vous avez peut-être juste une phrase de conclusion ou de quelque chose qui vous permettrait d'être de nature à accélérer la transition écologique des villes, si vous avez des suggestions à faire, c'est le moment. Pour finir, il faut que les villes... comment accélérer cette transition ? Il faut que les villes aient des programmes ambitieux
sur la résilience climatique des villes, comme par exemple le groupe des C40 Cities, Ouais. qui œuvre pour la résilience climatique des villes. Et donc, tous ensemble, on peut y arriver. Il y a des solutions qui existent et maintenant, il faut les ramener dans les villes. Donc, plein d'espoir pour ça. Merci. Merci Elodie. Moi, je vais reprendre ma question de tout à l'heure. C'est passons en mode industriel. Bien sûr, il faut tester. Donc déjà, merci d'être là et de soutenir les entreprises innovantes pour tester nos solutions. Mais il faut surtout passer à l'échelle. Et on a la chance en France d'avoir un écosystème où on est aidé en termes de jeunes pousses. On a BPI, on a plein de systèmes qui nous aident. Et justement, des systèmes de subvention qui permettent à des gens de pouvoir tester nos solutions. Derrière, en fait, quand on grandit, on a besoin de commandes publiques. Et en fait, tout à la fin, c'est le même argent public, mais on préférera toujours de la commande publique, du chiffre d'affaires qui est reconnu par les investisseurs, qui nous aide à nous dépasser, que de la subvention, où on va plutôt travailler par intuition, tandis qu'en commande publique, on va travailler sur de la compétitivité, parce qu'en dessous de 40 000, en effet, on est en gré à gré, mais après, on est dans la compétition, donc il faut que nos produits soient bons, que nos prix soient bons, et donc on rentre dans une économie de marché où c'est là que nos solutions qui accélèrent la transition écologique se frottent à la réalité, et c'est ça qui nous fera grandir. Donc l'étape d'après, c'est l'industrialisation. Merci beaucoup. Alors, du point de vue de la ville, Je dirais en une simplement, phrase, s'il vous plaît. je dirais simplement que l'innovation, ça s'accompagne. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a un écosystème, mais ça s'accompagne. Ça veut dire qu'il y a une intelligence collective de la part de la collectivité à développer. C'est qu'il y a des personnes qui travaillent, c'est du temps passé. C'est un effort, mais qui est un effort extrêmement percutant, surtout dans le domaine où nous sommes aujourd'hui, où la part de l'innovation, c'est peut-être le domaine où la part de l'innovation est la plus importante. Merci beaucoup. Vous aurez le mot de la fin. Moi, Laurent je Vénère. terminerai sur une croyance très forte, c'est la sobriété, vraiment, et le comportement. C'est On d'actualité le voit quand on aujourd'hui, mesure. c'était, Ça fera une très bonne transition. Vraiment, la sobriété peut amener à faire des réductions très très fortes en matière d'émissions. Et il faut garder en tête que la meilleure des technologies, elle peut toujours être mise à mal par un comportement qui va à l'inverse de l'efficacité énergétique qu'elle apportait. Vous pouvez acheter une voiture qui consomme 2 fois moins si vous roulez 2 fois plus, parce Le que vous avez la fameux effet sensation rebond. d'être... Voilà, vous allez pas avoir le meilleur bilan qui soit derrière. Donc vraiment, la sobriété, c'est... Merci accélérer. beaucoup. Merci à Merci. tous les quatre. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation et bonne journée à tout le monde.